Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Bonjour et bienvenue dans ce 36e épisode du podcast Culture Nutrition. Alors vous le savez, depuis 2022, ce podcast accueille les hommes et les femmes qui entreprennent dans le monde passionnant de la nutrition. Et aujourd'hui, c'est un entrepreneur polymorphe que j'ai le plaisir d'accueillir. Il est président de l'UIVEC, on va en parler et décomposer l'acronyme dans pas longtemps. Cofondateur de OneGum, des compléments alimentaires Kaya, du groupe Rainbow. Ludovic Rachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégory, merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Ça me fait vraiment très plaisir de t'accueillir sur le podcast. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Et comme je disais en off juste avant, c'est vrai que tu es un entrepreneur, multi-entrepreneur avec pas mal de casquettes, toutes autour de l'univers de la nutrition. Donc, ça va être hyper intéressant comme discussion. Et du coup, en préparant cet épisode, j'ai été frappé justement par cette diversité des domaines auxquels tu t'es attaqué dès ta sortie d'école de commerce. J'en ai parlé en introduction rapidement et on va y revenir en détail, mais là, je te propose de retourner en 2011. Tu sors diplômé de ton école et tu vas bientôt créer la marque de chewing-gum énergisant OneGum. Qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors c'était en fait pas ma première entreprise. Ah OK. J'avais déjà eu je m'étais déjà lancé, auparavant, dans, la photo, donc rien à voir. Expérience qui s'est assez mal passée d'ailleurs. Tu étais agent Heu, photographe, c'est ça, hein? c'est ça, exactement. J'étais agent de photographe, mais j'ai rencontré des gens, grâce à ça avec qui je travaille encore, avec qui on avait repris un studio photo. Alors le marché était assez compliqué, mais c'était le début de la photo numérique, et donc c'est à la fin de cette première expérience-là, où ça m'a donné l'occasion de faire des choses, déjà, incroyables pour mon jeune âge, parce que j'avais à peine 20 ans et on a pu faire, le festival de Cannes, des gros événements à ce qui était, la Halle Fraissinet, c'est-à-dire l'ancêtre de la station F à l'époque. Et donc ça m'a donné déjà ce goût, je dirais, de rêver un peu plus grand que les limites qu'on peut parfois s'imposer. Et je dirais que je suis tombé un peu dans le monde de la nutrition un peu par hasard. En fait, c'est un ami de lycée qui est venu me voir, et qui m'a dit, «Est-ce que ça t'intéresse au processus, de réfléchir au processus pour créer une boîte, autour d'un concept, simple, le chewing-gum énergisant?» Et ce concept venait des États-Unis. Il avait trouvé ce concept, en fait, développé par l'armée américaine. Et d'ailleurs, je crois que c'est à cette époque-là qu'on est venu te parler, parce qu'on cherchait Oui, des gens pour notre advisory board, tout à fait, je me terme souviens un très bien. terme un peu ronflant. Mais voilà, on avait déjà de l'ambition, on va dire ça comme ça. Et le concept était simple. On avait trouvé ce chewing-gum inventé par l'armée américaine après la première guerre du Golfe. Le but était de comment est-ce qu'on maintient les soldats éveillés, en fait, sur des théâtres d'opération pendant 24-48 heures. Et c'était vraiment un programme très américain, c'est-à-dire ils avaient dépensé 100 millions de dollars, ils avaient tout testé, les amphétamines, la cocaïne, etc., pour en arriver à la caféine, produit qui a pas trop d'effets secondaires. Et après avoir testé aussi les modes d'administration, seringues, bars, boissons, ils étaient arrivés au chewing-gum, comme vecteur le plus efficace, en tout cas pour des soldats, et surtout le plus rapide. Et donc nous, je dirais, fraîchement diplômés, un peu inconscients, hein, disons-le clairement, on s'est dit: «Mais c'est génial, concept incroyable». C'était la grande époque du Red Bull, et surtout on avait découvert que la France était le plus grand consommateur de chewing-gum au monde, juste derrière les États-Unis. On s'est dit: «Mais c'est incroyable, pourquoi personne n'y va?» Et donc on pensait avoir trouvé l'idée en or. Bon, avec le recul, je pense que j'aurais bien aimé savoir plusieurs choses avant de lancer cette entreprise-là. Mais aujourd'hui, ça va faire bientôt 11 ans. OneGum existe toujours, et c'est une marque qui se redéveloppe pas mal d'ailleurs cette année, D'accord. et notamment, je dirais, grâce au fort développement du marché de la nutrition et des compléments alimentaires, qui est quand même en croissance non-stop, depuis toujours quasiment. Mmh. Donc voilà un peu comment je suis tombé, pour commencer dans le milieu du complément alimentaire. Mmh Et c'est et vrai que juste quand juste on pour creuser un peu sur le concept de OneGum qui était, assez original, c'était quand même plus qu'un chewing-gum puisque c'est un chewing-gum bicouche. À l'époque, c'était quand même assez nouveau, avec à la fois une gomme à mâcher et une couche d'actifs dans lequel on retrouve la fameuse caféine et des vitamines B et en plus, vous aviez, choisi un circuit de distribution qui était assez original, je crois?
Alors, on avait choisi, en effet un circuit de distribution original, mais plus par contrainte, ça j'y reviendrai après. Mais sur le produit en tant que tel, en effet, on avait trouvé, le gros challenge sur le chewing-gum, caféiné, c'est le goût, et notamment parce que la caféine, c'est très amer, et donc d'un point de vue, organoleptique, quand on est sur un produit qui va rester en bouche longtemps, c'est pas une gélule qu'on va avaler d'un seul coup ou un produit avec du sucre, ou en tout cas, il y a que des édulcorants. Donc il faut trouver des solutions pour rendre le goût agréable, d'autant que le chewing-gum est quand même assimilé à un moment plaisir, fraîcheur, et cetera. Et donc en fait, on a essayé pendant, allez, quasiment 6 mois de trouver un produit correct. On a fait des essais en France, en Italie, en Turquie. À chaque fois, c'était vraiment pas très bon. Et on a trouvé par hasard chez, en fait, l'inventeur du chewing-gum à la nicotine, ce produit qu'ils avaient en stock. À la base, c'était plutôt un goût, Red Bull. Ils avaient essayé de le développer pour le vendre à un grand acteur de la boisson énergisante. Heu et ils n'avaient pas réussi. Et du coup, on est arrivé à ce moment-là, on les a découverts, on les a rencontrés sur un salon. Je crois que c'était Vita Foods déjà à l'époque, ou la CPHI, enfin un des 2. Et on les avait rencontrés par hasard et on avait récupéré en fait ce produit, qu'on avait lancé sur le marché français. Et c'était un peu exceptionnel parce que c'est un fabricant qui faisait, plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc nous, on était vraiment les petits poussets qui récupèrent le produit qui prenait la poussière dans un tiroir. Donc c'était de là qu'était parti ce produit. Et en effet, c'était un produit en fait plutôt pharma d'un point de vue de la fabrication, industrie pharma, avec 2 couches, et donc qui permettait de séparer l'actif de la partie chewing-gum, et ainsi d'éviter d'avoir en fait la caféine qui reste collée à la gomme et qui vient mettre un goût amer. Et ce qui est hyper intéressant avec ce concept, c'est un concept qui a été repris par d'autres fabricants depuis, qu'on peut trouver, pas que chez notre fabricant actuel. Mais c'est une idée intéressante en fait de se servir vraiment du chewing-gum comme vecteur. Et Mmh. donc nous, l'idée à l'époque, hein, qui a un peu changé, on en reparlera, mais c'était vraiment d'amener, demain par le chewing-gum plein de fonctionnalités possibles, de la vitamine, des minéraux, voire même, des médicaments. Et d'ailleurs, il y a des dispositifs médicaux qui existent, notamment sur des chewing-gums. Je crois que c'est en Inde, sur, des traitements, pour, le VIH, qui permettent de diffuser en continu en fait, des médicaments dans la bouche. Mmh. Et tu Heu citais à juste titre, alors du coup, je sais pas si c'est ces fabricants-là, mais les substituts nicotiniques, hein, c'est effectivement leur raison d'être, c'est de diffuser de la nicotine, donc avec un statut médicament par, une forme galénique de chewing-gum. Tout à fait, c'est exactement ça. Et je crois d'ailleurs, enfin, notre fabricant aujourd'hui, je pense que 98 de son activité, c'est encore les substituts nicotiniques, hein, Mmh. avec des prix qui sont, qui sont beaucoup plus élevés. Et pour revenir sur les réseaux de distribution, en fait, notre conviction dès le début, c'est qu'il fallait aller sur les lieux de consommation de ces produits énergisants, et qu'on n'avait pas les reins assez solides pour aller en grande distribution, ce qui s'est révélé vrai, le jour où on a voulu y aller d'ailleurs. Mais aussi parce que le marché était en fait relativement, fermé dans les réseaux, de grande distrib. En fait, on a commencé à l'époque par la station-service, et on a gagné notre place, à grand renfort d'animation dans les stations-service l'été. Donc j'ai passé, les 3 premières années de OneGum, à passer tous mes vendredis et samedis, avec mon associé. On descendait jusqu'à, je me rappelle, une station qui était pas très loin de Niort. Donc on faisait 800 kilomètres dans le week-end. On partait à 6 heures du matin et on faisait 3 stations-service, on faisait les animations, on faisait goûter nos chewing-gums. Ça se vendait hyper bien. Du coup, on a réussi à faire notre place, en station-service chez Total, et ça a toujours été un réseau, d'image, parce que c'est un réseau où les coûts font qu'on gagne pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, de positionnement hyper intéressant. Et surtout ce qui est, assez, original dans cette histoire, c'est que je dirais que c'est cette confrontation au terrain qui a permis de donner l'identité de la marque aujourd'hui. Parce que c'est à l'occasion d'échantillonnage qu'on a, sans le savoir, distribué le produit à des médecins, d'équipes de foot de Ligue 1. Et c'est comme ça qu'en fait notre produit, a fait son petit bonhomme de chemin et est arrivé en fait, dans les mains de l'équipe de France de foot depuis 2016. Aujourd'hui, on fournit quasiment presque tous les clubs de Ligue 1, tous les clubs de top 14, des clubs étrangers, le Real Madrid, la Real Sociedad, et cetera. Et donc vraiment notre produit a vraiment
fait sa place, hein, parmi la routine des sportifs de plus haut niveau. Et du Et coup, le tout ça, en fait, positionnement auprès des sportifs de haut niveau, c'est, de leur donner un coup de fouet avant les matchs, pour qu'ils c'est soient ça, plus de concentrés, de plus en forme? l'explosivité. Généralement, nos interlocuteurs au sein des clubs, c'est, les gens de la performance physique, ou directement le staff médical, en fait, hein, les médecins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend pas compte, hein, mais les athlètes, professionnels ont un métabolisme, hors du commun. Et quand nous, on consomme des compléments alimentaires, eux, généralement, ils sont sur des doses x5, voire x10 sur certaines, vitamines et minéraux. Et en fait, il y a évidemment, assez logiquement, très peu de choses autorisées. La caféine fait partie des produits qui sont autorisés dans le sport. Ouais, c'est non dopant. Heu, c'est non dopant, c'est largement utilisé, hein, dans le cyclisme notamment, mais aujourd'hui les formats de caféine sont assez compliqués à assimiler. On a beaucoup de gels qui font énormément de mal à l'estomac, qui sont très durs à digérer, qui sont très agressifs, beaucoup d'acidité. On a ensuite des comprimés, des gélules et en fait le point commun de tous ces formats, c'est qu'on a des délais d'absorption qui sont très lents, de l'ordre de 20 à 40 minutes, ce qui dans le sport, quand vous avez une mi-temps de 45 minutes, en fait, fait que, bah, ça arrive trop tard. Et la caféine va être utilisée pour 2 choses, permettre d'augmenter le rythme cardiaque plus facilement, donc de rentrer, d'être dans son match quelque part beaucoup plus rapidement et aussi avoir gagné en explosivité et en réflexe. Et il y a pas mal d'études qui montrent ça. Et l'avantage de notre chewing-gum là-dessus, c'est qu'on va avoir un effet de par l'absorption par les muqueuses mucales en seulement 5 à 10 minutes. Et donc, pour des joueurs notamment par exemple qui rentrent sur le terrain à l'occasion d'une mi-temps ou d'un changement, et ben, ça apporte une vraie différence, à tel point qu'aujourd'hui, moi, ça m'arrive assez souvent quand on a un club qui est en rupture, j'ai le préparateur physique qui m'appelle et qui me dit: «Ludovic, il me faut les produits demain là, parce que sinon j'en ai pas pour ce week-end et c'est foutu, quoi». Vraiment ça joue sur le mental et c'est devenu un peu le gris-gris de certains athlètes pros, et on l'a vu aussi pour les JO, hein. On a soutenu, près de 70 athlètes français, à qui on a donné des produits gratuitement et en fait, pour eux, c'est devenu un peu un rituel de pré-match comme certains ont besoin de s'isoler, 5 minutes, il y en a qui prient, il y en a qui méditent, voilà. Il y en a d'autres qui mâchent des chewing-gums, et donc ça fait partie vraiment de ce rituel. Clairement, il y a un effet placebo, hein, mais ça fait partie, voilà, de ce rituel et aujourd'hui, il y a pas mal d'athlètes qui peuvent pas faire sans. Vous ciblez les sports sur lesquels, le manque de sommeil peut être un problème? Bah, je pense à la navigation puisque à l'heure où on enregistre, il y a le Vendée Globe qui est en cours. Je pense à l'ultra trail où les gens passent 24-48 heures dehors. Est-ce que c'est des sports qui vous intéressent? Alors, je dirais que c'était pas un ciblage qu'on avait, forcément auparavant, et ça fait partie un peu du repositionnement de la marque qui est en cours cette année. Je pense qu'on s'est beaucoup, cherché, sur Wengum. Il y a eu aussi le covid, hein, qui a été dramatique pour le marché du chewing-gum, en particulier du chewing-gum énergisant. Quand on est enfermé chez soi, on n'a pas trop envie de consommer ce genre de produit. C'est clair. Et c'était pareil, hein, le sport pro s'est complètement arrêté, avec parfois des conséquences un peu dramatiques. Donc, on a eu une grosse phase, je dirais, compliquée. Et là aujourd'hui, on repositionne, je dirais, fort de cette empreinte et cette positionnement dans le monde du sport. On se repositionne à fond sur ça. Et donc oui, ça fait partie de nos objectifs. On a aujourd'hui beaucoup de trailers qui utilisent nos produits. Et c'est aussi le cas dans les sports mécaniques, notamment les sports d'endurance. Oui. Tu vois, les 24 heures du Mans, par exemple, tout ce qui est rallye, on a des athlètes, qui utilisent le sport dans des sports mécaniques aussi de haut niveau. Je peux pas forcément dire les noms, mais en tout cas, c'est un produit qui est très utilisé parce qu'on a cette problématique d'être, endurant dans la durée, avec aussi un aspect très simple sur le chewing-gum, c'est que c'est pratique comme produit. Ça prend pas de poids et notamment pour certains athlètes, on oublie aussi parfois, mais par exemple quand on vient s'hydrater avec une boisson qui contient de la caféine, ça a un effet diurétique décuplé, ce qui est pas forcément ce qu'on recherche. Alors que quand on a de l'absorption directement, par les muqueuses buccales, on a moins cet effet diurétique. Donc on a aussi, d'autres aspects intéressants sur le chewing-gum qui sont recherchés, et qui font qu'on est très, multisport, je dirais. D'accord. Ah, c'est intéressant et pour creuser, parce que je pense que ça peut intéresser les marques qui sont, enfin qui s'intéressent au milieu du sport. Les partenariats que vous avez avec les clubs de foot, c'est du sponsoring pur dans le sens où vous donnez les produits ou c'est une vraie source de business dans le sens où vous vendez aux clubs et aux préparateurs physiques, les stocks?
Alors on a tous les modèles. Par le passé, on a même fait du sponsoring en direct sur des clubs qui sont en Ligue 1. On l'a fait avec le Stade de Reims. On a même tourné une pub qui est un peu un hommage à la pub chaussette droite, chaussette gauche de Volvic. La pub est sur YouTube, elle est franchement assez sympa. Après, on a fait des choses globalement là. Je dirais 90% des clubs avec lesquels on travaille sont simplement nos clients, donc ils nous achètent nos produits. Et d'ailleurs, nos produits, on suit la certification Inform Sports qui garantit le volet non dopant. Et ça, c'est exigé par la plupart des clubs européens. Mais donc, c'est simplement nos clients, tout simplement. Après, on a des clubs qui font des partenariats mixtes, images et produits, voire parfois avec un complément financier. Donc, on a ce type d'accord, par exemple, avec là en ce moment, on refait un petit accord avec le Stade de Reims en Ligue 1. Donc, puis on a des accords comme ça dans le top 14 aussi avec certains clubs en rugby. Donc tout est possible et envisageable. Le but évidemment, c'est pas de faire des partenariats avec tous les clubs parce qu'il faut quand même un moment évidemment qu'on fasse du chiffre d'affaires. Euh, mais globalement, voilà, tout est sur la table. Après, nous, notre conviction, c'est que, et je dirais que ce qui a vraiment fait la différence, c'est que on n'a jamais vraiment provoqué ces partenariats. Ils sont toujours venus à nous. C'est parfois des clubs qui souhaitent à optimiser leur budget nutrition parce que souvent la nutrition est un peu le dernier sujet, alors qu'en fait c'est un sujet Malheureusement, oui, potentiellement hyper important sur la performance sportive. bien sûr. Et certains clubs sont en train de le réaliser, hein. Nous, on le voit notamment avec des clubs espagnols comme le Real. Chez eux, la nutrition est un des sujets numéro un. Et la manière dont c'est géré, je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher pour les athlètes et les clubs pro français. Mais voilà, généralement, je dirais que on a fait notre trou grâce au fait que les produits soient déjà utilisés par les sportifs. Et ce qui se passe généralement quand on a un nouveau club qui arrive, soit c'est un prépa physique qui a changé de club et qui veut travailler avec nous, soit c'est des athlètes qui réclament le produit directement. Ok. Et tu évoquais tout à l'heure des nouvelles fonctionnalités que vous étiez en train de développer autour du chewing-gum. Ça veut dire que vous allez élargir le positionnement de la marque sur autre chose que l'énergie? Je- Oui, ça fait partie ça fait partie des points. Nous, on a vraiment commencé sur un volet énergisant qu'on a eu pendant plusieurs années. Là, le but, c'est de développer la marque au-delà de l'énergie en allant plutôt sur la nutrition sportive. Et donc pas forcément uniquement d'ailleurs que du chewing-gum. Donc on a des réflexions sur le chewing-gum, sur d'autres fonctionnalités, mais ce qui nous intéresse, c'est de faire des fonctionnalités qui soient vraiment qui fassent la différence. On veut pas se lancer dans du chewing-gum, je dirais un peu bateau. Donc notamment dans les produits sur lesquels on travaille en ce moment, on travaille sur du chewing-gum au collagène, sur le volet articulation. C'est une demande qui apparaît pas mal dans le sport également. On n'est pas du tout intéressé par le marché de la collagène beauté, en tout cas dans le chewing-gum, notamment parce qu'il faudrait mettre des doses beaucoup trop importantes et on n'a pas la place de mettre ça dans un chewing-gum tout simplement. Par contre, sur l'articulaire, il y a des choses à faire. Et après, on réfléchit à d'autres typologies de produits en dehors du chewing-gum. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que on a une forte demande toujours de la part des pros, mais aussi de nos consommateurs plus réguliers, en fait, qui ont du mal aujourd'hui à trouver des marques qualitatives d'un point de vue nutrition sportive. Ce qu'on voit, c'est que, et je pense que là, on est en plein dans les sujets que tu connais par cœur, mais c'est que le marché de la nutrition sportive s'est fortement développé dans les pays anglo-saxons. Oui, En France, ça arrive par des manières un peu détournées. On a d'un côté le marché de la protéine qui commence à se développer pas mal, mais c'est pas encore de la protéine sportive. On a un marché du sport qui est quand même assez timide en France, je dirais, par rapport à d'autres pays anglo-saxons. ah oui, oui, complètement. On Euh, parle d'une centaine de millions d'euros pour la taille du marché, ce qui est finalement, enfin peut-être qu'en GMS ou en grande surface de sport, mais ce qui est finalement assez peu tout par à fait, rapport à la taille de la population de sportifs qui ne fait que grandir. Mais c'est c'est ça. tout simplement que les gens aujourd'hui sont assez peu éduqués sur les produits de nutrition sportive et que l'offre probablement est insuffisante en quantité et en qualité. Ouais. Et nous, en tout cas, c'est un des paris qu'on fait, et notamment, c'est les paris qu'on fait sur le développement en 2025, c'est que Wengam va devenir en fait une marque de nutrition sportive avec une offre de produits beaucoup plus large que simplement le chewing-gum. Euh, Aujourd'hui, on a eu l'occasion de tester des réseaux. On s'est fortement développé en pharmacie cette année. Ah oui, On a pris quasiment 400 points de vente en l'espace de 6 mois. ah, très bien. Et l'idée, c'est d'arriver avec une offre plus étoffée sur la nutrition sportive. On a des réflexions sur la GMS. Moi, c'est un canal que je connais bien pour avoir lancé quand même plusieurs produits là-bas et plusieurs marques.
mais avec des produits et des gammes qui soient différenciés, parce que c'est pas forcément les mêmes besoins qu'on va couvrir. Mais en tout cas, l'idée, c'est de développer OneGum autour de cet ADN sportif, pour à la fois, je dirais, répondre aux besoins des sportifs professionnels, mais aussi de tout sportif qui souhaite un peu améliorer ses performances et sa nutrition au global. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit d'un point de vue alimentaire pur, donc notamment sur la partie bar, sur la partie boisson fonctionnelle. Et il y a toute une typologie de produits aujourd'hui qui est pas vraiment représentée, je dirais, sur vraiment la nutrition sportive un peu plus classique, d'avoir des produits en poudre ou des choses comme ça, qui sont, je prends des marques par exemple comme Optimum Nutrition, hein. C'est une marque qui fait aujourd'hui, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Comme tu le disais, en France, le marché de nutrition sportive fait à peine une centaine de millions d'euros. Donc, voilà, il y a des opportunités, et je pense qu'il y a de la place pour des marques qui soient vraiment incarnées par des sportifs, et qui soient avec une communication, assez grand public et qui fassent un peu aussi, qui viennent sur un territoire non pas que fonctionnel, mais aussi émotionnel. Ouais, super intéressant. Et du coup, là, vous êtes déjà présent ou vous allez aller dans les magasins spécialisés type Decathlon, Go Sport, Endurance Shop? Ça fait partie de la réflexion, donc on a des discussions avec, ces enseignes-là. Il y en a qui sont plus ou moins, je dirais, conservatrices et qui aiment développer leur propre marque. Je pense qu'on les reconnaîtra. Donc c'est des choix qu'on prend pas à la légère parce que, on sait que ça peut avoir des impacts derrière, notamment pour avoir des concurrents qui apparaissent. Donc ça fait partie de la réflexion. On espère annoncer quelque chose en début d'année, mais l'idée, c'est en effet, voilà, de se positionner avec un des acteurs incontournables de la distribution sportive, et quelque part de venir créer un peu un rayon de nutrition sportive qui aujourd'hui est un peu absent. Donc ça fait partie des réflexions, notamment, hein, évidemment dans la partie, soit d'avoir en fait un rayon de nutrition sportive vraiment dédié, de travailler ce rayon, soit plutôt de travailler la zone chaude, qu'est la caisse, enfin l'équivalent des devants de caisse, Mhm. avec des produits qui soient adaptés à de l'impulsion, avec un positionnement prix qui soit, autour des 5 € maximum. Ok, super intéressant. Écoute, maintenant je te propose de parler de tes autres casquettes d'entrepreneur, puisque on parlait de ton parcours d'entrepreneur polymorphe. Et donc après les chewing-gums énergisants, tu t'es intéressé au CBD. Et donc, je veux bien que tu nous parles de tout ça, de comment tu t'es lancé non seulement dans les compléments alimentaires à base de CBD, et puis de façon plus ou moins conjointe, tu t'es également engagé dans la reconnaissance globale du CBD et du chanvre en France, puisque tu es aujourd'hui président de l'UIVEC, l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre. Voilà, j'avais dit que je décomposerais l'acronyme, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé autour de cette thématique du CBD? Comment tu en es arrivé là? Et comment cet engagement se traduit dans ton quotidien? Alors, je pense que c'est encore une histoire de chewing-gum en fait, puisque j'avais trouvé, de mémoire à l'ISM, qui est un salon spécialisé sur plutôt la confiserie, et notamment il y a toute une partie confiserie fonctionnelle qui est hyper intéressante. C'est un salon qui a lieu tous les ans à Cologne. Et j'avais vu en 2018, hein, si je dis pas de bêtises, un chewing-gum au cannabis. Et je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et en fait, c'était un chewing-gum au CBD fait par une entreprise suisse. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à m'intéresser au marché du CBD. J'ai été lauréat du réseau Entreprendre, je suis toujours, adhérent au réseau Entreprendre, et par ce biais-là, je me suis retrouvé à parler de CBD avec, des collègues entrepreneurs à moi qui avaient lancé, l'eau de coco Vai Vai. De fil en aiguille, on a de plus en plus parlé de CBD, et cetera, et on s'est dit: «Bah, il faut qu'on lance un truc sur le CBD». Ça a l'air d'être un marché incroyable. On a vu les chiffres des US, c'était, une tendance de fond, inarrêtable, et donc on a pris la décision de lancer en 2019, Rainbow avec la marque, phare qui était Kaya sur le CBD. C'est comme ça que je suis venu sur le CBD. À la base, c'était l'idée de lancer un chewing-gum au CBD, et donc on a lancé parmi nos premiers produits un chewing-gum au CBD. On est d'ailleurs toujours un des seuls acteurs à le faire. Hem Mais aussi d'autres produits plus classiques, des huiles, des gummies, et cetera. Et donc le CBD, je dirais, c'était vraiment une vision, sur un marché, qui allait, exploser. C'est exactement ce qui s'est passé, hein, puisque
Première année sur Kaya en 2020, on fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Deuxième année, on fait 3,6 millions, ce qui pour un lancement en complément alimentaire est quand même assez impressionnant. C'est énorme. Avec une grosse dimension retail, hein, puisqu'on a lancé le CBD en retail, notamment en para chez Monoprix. Lancement qui a été hyper réussi parce qu'on a cassé vraiment. Enfin, nos produits étaient numéro un de tout le rayon para. Après, je dirais le CBD, le marché s'est un peu tassé et s'est consolidé. Cette année, il repart un peu en croissance, notamment avec l'arrivée de gros acteurs. Mais c'est un marché qui a jamais pu aller au plein, je dirais, à son plein potentiel, notamment suite à pas mal de vents contraires réglementaires. Même si aujourd'hui la situation s'est bien améliorée parce qu'on avait beaucoup d'incertitudes. Et je pense que le CBD connaîtra un deuxième boom le jour où l'autorisation, enfin les dossiers novel food aboutiront à l'échelle européenne. Je pense que en fait, on a un marché en Europe qui pèse à peu près 1 milliard d'euros pour un produit qui est pas censé vraiment être autorisé. C'est quand même assez incroyable. Donc le jour où on aura une autorisation à l'échelle européenne, je pense qu'il y aura un nouveau boom. Et ce qui est hyper intéressant avec le CBD, c'est que c'est un actif qui est à faible dose. Je parle vraiment de dose type complément alimentaire, donc de l'ordre de quelques dizaines de milligrammes par jour. On a quand même un effet qui est assez incroyable comparé à d'autres vitamines ou minéraux. En tout cas, un effet ressenti par les consommateurs. Et je pense que c'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres ingrédients et qui fait que c'est un ingrédient qui a un potentiel énorme sur le sommeil, sur la gestion du stress, etc. Donc voilà, je pense que c'est un marché qui n'a pas fini de nous surprendre et qui est pas du tout, on en est qu'au balbutiement Mmh. de ce marché-là et la France est pour le coup relativement précurseur. Tu parlais de Euh, 1 milliard à l'échelle européenne, à l'échelle française, tu as une idée de à bah, combien serait le marché aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, quand on recoupe les chiffres des acteurs du marché, quand on recoupe les chiffres du GERS qu'on peut avoir, quand on recoupe les chiffres un peu voilà de tous les acteurs, je pense qu'aujourd'hui on est sur un marché qui fait un peu moins d'une centaine de millions d'euros en France, tout acteur confondu, donc acteurs du web, pharma, grande distrie, etc. Et toute catégorie de produits confondus, compléments alimentaires, boissons, cosmétiques, etc. La seule catégorie que j'inclus pas là-dedans, c'est la partie fleurs à fumer, qui est Oui. un autre marché, qui est lui plus gros, hein, qui fait de l'ordre de 300 millions d'euros à peu près. Mais voilà, je pense qu'on est sur un marché d'une centaine de millions d'euros. Et on a un marché qui, à mon avis, pourrait atteindre facilement les 500 à 700 millions le jour où on n'a plus de contraintes réglementaires sur le marché. Aujourd'hui, on est quand même toujours dans une situation un peu intermédiaire, Et ça mais justement, qui... c'est le rôle de l'UIVEC exactement. de travailler à faire évoluer cette réglementation? Exactement, et je dirais que maintenant, les actions de l'UVEC sont, enfin en tout cas sur le sujet alimentaire, sont principalement orientées plutôt sur l'échelle européenne. Alors l'UVEC, c'est né de quoi? C'est né d'un constat fin 2020. Donc fin 2020, qu'est-ce qui se passe? Et c'était ce qui a amené aussi à la création de Kaya à l'époque, hein. On a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Canavap, hein, qui condamne la France pour une position trop restrictive sur le CBD. Et concrètement qui dit à la France, bah, vous avez tenté d'interdire le CBD n'est pas un stupéfiant, vous ne pouvez pas l'interdire. Et donc la France est forcée à ce moment-là de revoir sa réglementation sur le CBD et commence, je dirais, 18 mois de travaux réglementaires qui vont déboucher sur un arrêté qui sera pris en 2022, fin 2021. Et donc à ce moment-là, en fait, notamment, tu fais partie des premières personnes que je vais voir à l'époque et je dis, je me rappelle, je te dis, écoute Grégory, voilà ce qui se passe sur le CBD, toi qui es à l'affût des tendances, donc tu avais déjà identifié la problématique et je C'était lui fin dis, bah, 2020, je me souviens très fin bien. 2020, ouais, fin Mmh. 2020, et il y a cette décision qui vient de tomber. Il y a plusieurs acteurs du complément alimentaire, je pense, qui pourraient être intéressés. Nous, en tout cas, on est convaincus qu'il y a un marché sur le complément alimentaire. Moi, le marché de la fleur à fumer, c'est pris par d'autres acteurs, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les produits de grande consommation. Comment est-ce qu'on peut les rendre disponibles à tous? Voilà le marché aux US, voilà le marché en Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on a besoin d'une action rapide, forte et collégiale. Et ça, c'est extrêmement important. Collégiale, qui rassemble à la fois la partie amont, donc les producteurs, les chanvrières, les transformateurs, donc les acteurs de l'ingrédient, et les metteurs en marché, sans oublier évidemment les façonniers. Et donc, s'ensuit, je dirais, 3 mois un peu intenses, où le but, c'est d'aller parler à un maximum d'acteurs, notamment aussi en faisant jouer le réseau, hein, tout simplement. Et donc, on a réussi de manière assez
Franchement, avec le recul, je suis assez fier du travail qui a été fait par les équipes de l'UVEC, puisqu'on a rassemblé, tout de suite des grands acteurs de l'ingrédient. Je pense à des gens comme Robertet. On a rassemblé des acteurs de la filière agricole. On a pris notamment les 2 grosses chanvrières, Planète Chanvre et la Cavac, des acteurs de la nutrition. Je sais plus exactement qui était là à la création, mais de mémoire, il y avait une LDA avec Nicolas Kapler, il y avait les gens de Gilbert, il y avait déjà des discussions avec Arco Pharma qui nous ont rejoints après. Donc, on voyait déjà une petite ébullition sur le sujet. Et je pense que c'est cette volonté d'avancer sur cette question très spécifique avec un objectif très clair qui était autoriser l'utilisation du CBD dans les compléments alimentaires. Et ça a été une expérience assez folle parce que, alors aujourd'hui, moi, je suis toujours président de l'UVEC, hein. Pour moi, c'est un rôle pro bono qui m'a quand même pris énormément de temps. Et qui doit t'en Euh, prendre encore beaucoup, j'imagine. qui m'en prend beaucoup, même si aujourd'hui les sujets ont pas mal évolué. On est notamment sur le cannabis médical, qui est un sujet qui a été pris par pas mal de nos adhérents. Mais c'est un sujet passionnant parce que, et je pense en fait, si on le ramène au temps passé, je pense que c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel, à la fois pour le réseau que ça permet de se constituer, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de connaître notamment quasiment tous les acteurs du complément alimentaire. Ça me permet aussi de travailler main dans la main avec le Synadiat sur pas mal de sujets et d'avoir une relation du coup avec pas mal de patrons de laboratoires, de façonniers, de gens de l'ingrédient. Et pour ça, je pense que ça a une valeur en fait inestimable pour mes business par ailleurs, de mieux connaître aussi les réseaux de distribution, etc. Donc pour moi, ça a été une expérience extrêmement enrichissante que je regrette absolument pas. Je signerai demain pour recommencer. Aujourd'hui, les objectifs avec l'UVEC, c'est toujours les mêmes. On a réussi à obtenir de la part de l'administration française, concrètement, le fait de pouvoir déclarer des compléments alimentaires sur Télécar, maintenant devenu Complalim, ce qui quand même est un peu un ovni à l'échelle européenne, hein. Et je pense que c'est le résultat justement de tout ce travail de collégial entre les différents acteurs, de montrer qu'il y avait des acteurs qui veulent faire les choses bien, dans le respect, je dirais, de la sécurité du consommateur et aussi d'une certaine transparence auprès de l'administration. Donc c'est ce qu'on a réussi à mettre en place. Maintenant, aujourd'hui, on continue à faire appliquer, cet accord avec, aussi les changements d'administration successifs, les changements de gouvernement successifs. Mais globalement, voilà, le marché se développe bien et on est même sur des projets plus structurants comme la question des normes, notamment sur la partie analyse, puisqu'on a monté une commission de normalisation auprès de l'AFNOR, que je préside par ailleurs, donc une casquette de plus. Ouais. Mais bon, ça prend pas enfin ça prend pas tant de temps que ça en comparaison, c'est je dirais dans la continuité des actions qu'on mène déjà. Mais voilà, ça fait partie de ces actions de filière et je pense qu'aujourd'hui on le voit à travers typiquement ce qui vient de se passer sur la réglementation HAD et aujourd'hui sur les nutriments. Est-ce que les actions que mène le Syndicat aujourd'hui, les actions collégiales sont indispensables pour faire progresser, je dirais, les enjeux d'une filière et aussi défendre les intérêts économiques. On le voit aujourd'hui beaucoup dans nos échanges avec les administrations. En fait, les pouvoirs publics sont en demande et ont ce besoin d'avoir des remontées de la part des acteurs du terrain. Et pour être efficace, ça ne peut passer que par des corps intermédiaires. Et donc ce travail d'animation des communautés est hyper important. Et ça passe aussi bien par les syndicats que par des initiatives comme toi tu le fais qui permettent de diffuser un peu l'information. OK, ouais, super, hein. Et du coup, à l'UIVEC, tu travailles également, on l'a rapidement évoqué, sur l'expérimentation du cannabis médical. C'est un de vos autres axes de travail. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, ça fait partie. Donc on a pas mal d'adhérents en fait, hein, qui se posent des questions. Je pense notamment des acteurs du complément alimentaire. Je donnerai pas de nom par des soucis de confidentialité, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'acteurs du complément alimentaire qui ont un statut d'établissement pharmaceutique aujourd'hui, donc qui ont intégré, je dirais, ce process et qui ont de facto certaines AMM sur le marché. Peu de gens le savent, mais c'est quand même un point important. Et c'est vrai que demain, sur le cannabis médical, on va être sur un statut de médicament, mais c'est un marché qui ne sera pas trusté par les grands labos, en tout cas les big pharma, les Sanofi et autres, parce parce qu'un marché trop petit. Mais du coup, ça laisse de la place pour ces acteurs qui font des produits à base de plantes. Et aujourd'hui, en France, donc on a une expérimentation sur le cannabis médical qui est en place depuis près de 4 ans, qui devait durer initialement 2 ans.
L'année dernière, dans le cadre du PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale qui est voté tous les ans, la généralisation du cannabis médical a été actée. Hélas, à cause de la dissolution, on a pris beaucoup de retard sur les textes réglementaires qui devaient venir acter cette généralisation. Maintenant, elle est attendue pour 2026. Donc ça veut dire qu'en 2026, on aura des médicaments, et je parle bien de médicaments, hein, pas de compléments alimentaires, à base de cannabis qui seront commercialisés et qui seront disponibles pour les patients. Donc ce sera sur prescription hospitalière initiale avec renouvellement médecin de ville, mais c'est un vrai enjeu, je dirais, d'accès à des médicaments qui étaient pourtant autorisés dans la pharmacopée française jusque dans les années 50 et avec des vraies solutions pour les patients. Et là, on parle plus du tout de compléments alimentaires, hein. On est sur des doses qui sont, enfin, le rapport entre ce qui est dans les compléments alimentaires et dans le cannabis médical, on est sur du 50 fois 50 à fois 100 par jour, quoi. Est-ce que tu peux juste nous rappeler pour, celles et ceux qui connaissent pas forcément bien ce marché, alors déjà la différence entre, cannabis médical, cannabis récréatif, parce qu'il y a quand même aussi, beaucoup de confusion qui peut être faite et CBD? Ouais, alors je pense que en fait, quand on parle de cannabis médical, on parle vraiment, de médicaments, qui contiennent des cannabinoïdes qui sont dans la plante, de cannabis. Donc on parle les 2 cannabinoïdes principaux sont le CBD et le THC. Le CBD qu'on peut retrouver aussi dans certains compléments alimentaires, mais vraiment à des doses qui n'ont rien à voir. En moyenne, hein, sur les compléments alimentaires, on va être entre 10 et 30 milligrammes par jour à peu près, c'est ce qu'on constate sur le marché. Là où dans le médicament, on est sur des doses qui vont de 1000 à 4000 milligrammes par jour. Donc on n'est vraiment pas du tout sur la même échelle. Et pour le THC, donc là on parle vraiment de la partie stupéfiante, et là ça va être principalement utilisé notamment pour les douleurs, certaines, notamment pas mal en oncologie, en traitement d'appoint, pour mieux supporter par exemple la radiothérapie ou la chimiothérapie. Mais voilà, on est sur des produits qui sont complètement différents et surtout des dosages qui sont complètement différents. Le CBD dans le médical, il est surtout utilisé pour l'épilepsie, donc c'est vraiment pas, ça n'a rien à voir avec l'utilisation CBD qu'on peut connaître pour améliorer le sommeil ou le stress. D'accord, et rien à voir avec le cannabis récréatif qui lui est un business, illégal? Complètement, et qui sont des produits, en plus destinés à être fumés, par de la combustion. Là où quand on parle de cannabis médical, on parle, de produits type, gélule, type, huile et cetera. Mais donc on est très, très loin du produit récréatif, qui va être, fumé et inhalé. Mmh. Et on parlait de tes différentes casquettes, comment tu répartis ton temps entre, ton activité du coup bénévole pour l'UIVEC, tes différentes marques que tu as pu lancer et qu'aujourd'hui tu diriges? C'est quoi un peu la répartition de ton agenda? Alors c'est une très bonne question, pas toujours facile, d'y répondre. J'imagine. Souvent un sujet, compliqué parfois aussi avec mes associés, hein. C'est pas c'est pas toujours évident à gérer. Et peut-être avec Heu la famille ou, avec les proches? Oui, aussi. Alors après, je dirais qu'il y a des périodes plus ou moins denses, notamment, si je prends l'exemple en ce moment, c'est vrai qu'on est en plein vote sur les textes, budgétaires, donc c'est une période un peu chaude qui coïncide avec, les négociations commerciales, la revue des tarifs, les budgets et cetera. Donc traditionnellement, je dirais que la fin d'année est assez chargée. Donc il faut aussi savoir et s'y préparer, notamment, je dirais, d'un point de vue peut-être un peu plus physique et mental. C'est-à-dire aussi attention à son hygiène de vie et à ce qu'on mange. On revient sur la nutrition encore une fois et le sport, hein, derrière, qu'on peut faire. Maintenant, je pense que c'est avant tout un savoir fixer les priorités et les stratégies et savoir déléguer, notamment bien savoir s'entourer je pense notamment la partie OneGum, et c'est savoir aussi faire confiance à des prestataires externes. Il y a beaucoup de choses qu'on sous-traite aujourd'hui sur lesquelles on n'estime pas avoir la compétence clé. Je prends l'exemple, par exemple, sur la pharmacie sur OneGum. Tu as Aujourd'hui, un on travaille réseau avec un commerciaux peut-être? voilà, on travaille avec un réseau, mais c'est pas nous qui gérons le réseau en direct. C'est un réseau mixte, commerciaux en propre et agents co. Mais voilà, on passe par un prestataire qui le gère pour nous. Alors certes, ça nous coûte un peu plus cher, mais en termes de tranquillité d'esprit et de responsabilité, c'est pas du tout la même chose. Et j'estime que, bah, cet acteur-là fera mieux le travail que nous si on le faisait en direct. À savoir que c'est un travail qu'on a mené aussi, par le passé, en direct, donc on sait aussi à quoi faire attention. Généralement, la stratégie, c'est d'abord on le fait nous-mêmes,
on essaie de comprendre comment ça marche et après on l'externalise pour être en mesure de challenger justement ce qu'on nous propose et avoir au moins les basiques de ce qu'on veut externaliser. Et donc c'est quelque chose qu'on met en place. Après, c'est aussi l'avantage d'avoir, je dirais que le gros avantage d'avoir plein de casquettes, c'est qu'on a aussi un réseau assez vaste et ça permet du coup d'être enfin, beaucoup plus critique des actions qu'on mène et aussi de se forcer à traiter les priorités. Parce que parfois on perd beaucoup de temps sur des projets, à passer beaucoup de temps sur des trucs un peu accessoires. Et donc le fait d'avoir plusieurs projets en cours permet de se focaliser sur certaines priorités uniquement. Alors je vais pas me comparer à Elon Musk, mais quand on voit qu'il arrive à gérer Tesla, SpaceX, bientôt le gouvernement américain apparemment. Bon voilà, je pense que la question du multitâche est possible. Maintenant, je pense que c'est toute une question d'organisation et de traitement des priorités. Et surtout, je m'en suis rendu compte, hein, j'ai eu 2 opérations, cette année, pour mon dos et pour mon coude suite à des accidents. On se rend compte que la santé est un sujet prioritaire et que c'est hyper important de se faire attention à soi en tant qu'entrepreneur, parce que sinon, le reste peut pas suivre. Heu Justement, comment tu fais pour, parce que c'est une des questions que je voulais aborder également, c'est, comment tu fais pour, prendre soin de toi? Comment tu trouves cet équilibre entre toutes ces casquettes et ta vie personnelle? C'est quoi tes routines? Alors, je pense que déjà, il y a quand même une cohérence, entre toutes ces vies personnelles. Je pense qu'il y a un engagement qui est assez global sur, ces questions de la santé au sens large et de la nutrition. Le fait de vouloir quand même apporter des produits qui soient, qualitatifs et qui font une différence pour les gens, que ce soit pour des athlètes ou pour demain des gens qui consomment, des produits à base de CBD. Hem, ça c'est le 1er point un peu comme fil conducteur. Après pour gérer l'équilibre de vie, alors cette année j'ai eu des soucis de santé donc c'est m'astreindre déjà une certaine hygiène de vie notamment en faisant beaucoup de kiné et mine de OK. rien le fait de faire de la kiné avec quelqu'un qui t'encadre 2 à 3 fois par semaine, ça t'astreint une certaine hygiène de vie je pense, mais je trouve que c'est important de se placer comme ça dans son agenda un peu des moments incompressibles ou qui sont dédiés aux soins de soi. Donc ça peut être du sport, hein. Typiquement, dès lors que je pourrais reprendre le sport comme je veux, j'essaierai enfin, je le ferai, que ce soit de la course à pied ou du squash. Donc ça, c'est hyper important. C'est dans l'hygiène de vie plus globale sur l'alimentation. Alors, j'ai la chance d'adorer cuisiner, et donc c'est vrai que s'il y a bien quelque chose que je fais quasiment tous les jours, c'est cuisiner. Donc ça fait je pense que ça contribue quand même grandement à l'hygiène de vie, et cuisiner notamment pour la personne avec qui je vis aussi. Mais pour moi, ça fait partie d'un temps un peu incompressible que je prends tous les jours. Ça peut être, 25 minutes comme parfois 3 heures par jour à cuisiner. Mais c'est un moment de décompression, un sas de décompression hyper important. Et puis en plus, on se fait du bien d'un point de vue nutritionnel parce que typiquement, j'achète rien, j'ai jamais rien acheté de transformé depuis des années et voilà, je compte pas changer sur ça. C'est quoi Je ton conçois même plat pas de le faire. healthy signature du quotidien? Mon plat healthy signature, j'ai pas de plat signature, c'est un peu, je dirais que c'est plutôt mon habitude, c'est d'aller déjà petit, j'allais chez le primeur ou chez le producteur avec mes parents, quand on allait, à la campagne tous les week-ends. Donc c'est plutôt d'acheter ce que je trouve de saison et de cuisiner un peu en fonction de ce qu'il y a dans mon frigo. Je fais pas trop du genre à faire des recettes, en anticipé, mais plutôt, bah, tiens, ce soir, j'ai envie de manger ça. Donc voilà, c'est un peu pimpé et ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est d'essayer de faire des sauces un peu originales, avec notamment quelques produits fermentés, qui Ah, sont assez intéressant. intéressants nutritionnellement et des Quel choses type de qu'on peut produits fermentés, réutiliser. par exemple? Tu peux faire alors bon, tout ce qui est évidemment dans tous les pickles de tout genre, mais pas mal de produits fermentés à base de soja ou des choses comme ça. Moi Du je suis miso, par également, exemple? ouais, le miso aussi beaucoup. Il y a quelques années, j'ai acheté le livre, du chef cuisinier du Noma sur la Ah oui, fermentation, qui est une l bible incroyable. le danois. Exactement, le danois, le guide de la fermentation que je conseille vraiment à n'importe qui. Et c'est je trouve on découvre en fait, c'est comme si on avait
on avait découvert quelque part une nouvelle manière de créer des ingrédients, alors qu'en fait, ça existe depuis des Ouais, millénaires. on redécouvre en On fait, parce que redécouvre. c'est le système de conservation, le plus ancestral. Exactement et d'ailleurs ça renvoie à toute ce marché des probiotiques, hein, qui est hyper intéressant. Mais en fait, on arrive à faire des choses d'un point de vue gustatif, notamment sur l'umami et cetera, qui sont exceptionnelles avec, comment est-ce qu'on arrive en fait à booster des plats avec certains condiments. Je pense par exemple à l'utilisation aussi tu vois, des anchois comme, pour amener du sel dans des plats, où en fait on apporte de la profondeur à des plats et bon, je pense qu'il y a assez peu de gens qui utilisent des anchois comme condiment au quotidien, mais en fait, ça fait Non, c'est partie clair. des petits secrets pour pimper la nutrition au quotidien. Bah, c'est pour ça qu'il y en a dans la salade César, dans la sauce César de la Exactement, salade César. exactement et d'ailleurs, c'est comme ça que j'y suis venu. Je me suis dit: «Mais c'est vrai que c'est quand même sacrément bon la sauce César quand c'est bien fait. Comment servir des anchois?» Et en fait, quand on commence à regarder dans quoi on peut utiliser des anchois, on peut en utiliser pas quasiment partout, mais dans beaucoup de plats et de recettes au quotidien. Ouais, super. Et tu as évoqué, Elon Musk tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres entrepreneurs qui t'inspirent? Ouais, je pense que moi, les entrepreneurs qui m'inspirent, particulièrement, c'est notamment les entrepreneurs qu'on n'entend pas beaucoup, et qui arrivent à monter, en fait, des entreprises, silencieuses mais efficaces et je pense qu'il y en a beaucoup dans l'agroalimentaire, qui sont pas forcément très connus. Tu vois? Je pense notamment à des groupes familiaux, par exemple, LSDH avec Vastnex sur Mmh. la partie, enfin, je veux dire, c'est des business que personne connaît, ou en tout cas que le grand public connaît pas, mais qui c'est des très belles ETI. Qui est Je un pense leader de encore à l'embouteillage de liquides en tout genre, jus de fruits, produits laitiers et voilà cetera. et qui aujourd'hui est une plateforme de lancement pour un nombre de marques dans la boisson. Je pense, à des acteurs, tu vois, pareil dans la nutrition, des gens que tu connais bien, avec le groupe Solinest aussi, qui est un groupe familial, qui fait quoi? 400-450 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais que peu de gens connaissent encore une fois. Des acteurs dans le complément alimentaire, moi j'admire beaucoup, Nicolas, ce qu'il a fait avec Ineldea, qui est quand même une sacrée réussite. Nicolas Kaplar. Ouais, Nicolas Kaplar, tout à fait. Qui pareil, qui a plusieurs casquettes aussi avec le Synallet aujourd'hui, mais je trouve que c'est justement ce genre de réussites qui sont pas forcément les plus médiatisées, et qui sont quand même assez bluffantes parce que généralement ça commence petit et ça finit très, très gros Oui. avec en tout cas, des salariés qui sont là depuis le début. Donc ça montre aussi une grosse fidélité, et au final des gens, bah, qui participent à nourrir, nourrir le monde, c'est peut-être un peu large, mais en tout cas nourrir la population française, Je que suis ce soit d'accord des avec toi. compléments alimentaires et c'est un peu des travailleurs de l'ombre. C'est peut-être moins sexy que des Elon Musk, du Exactement. logiciel, Et je pense que ça, mais c'est un des gros biais qu'on a, c'est que dans le business, en France et peut-être même dans le monde, le food, et même la nutrition, c'est un peu sous-coté par rapport au secteur de la tech, tout simplement, et qu'on n'arrête pas de nous rabattre les oreilles avec les licornes et cetera, et qu'il y a plein de boîtes agroalimentaires qui, oui, sont pas des licornes ou des boîtes des compléments alimentaires, mais c'est des très belles PME qui sont hyper dynamiques, qui créent énormément d'emplois, énormément de valeur, pour la société en mmh. France et ailleurs, et je suis bien d'accord qu'on les met pas assez en avant. Alors c'est justement, ce que j'essaye de faire à travers le podcast, hein, c'est de mettre en lumière les entrepreneurs de la nutrition, et là, tous les entrepreneurs que tu viens de citer, bah, c'est potentiellement des invités de demain, j'espère, pour le podcast. Donc, Nicolas, Bertrand de Solinest, Emmanuel de LSDH, si vous nous entendez, vous êtes les bienvenus sur le podcast. Je le retoucherai 2 mots, écoute, j'essaierai de leur en parler, mais je pense que c'est vraiment important de mettre en avant ces success stories là parce que, et même dans le complément alimentaire, il y a des marques qui sont plus ou moins visibles que d'autres, qui sont tout aussi bien, hein, mais je pense que c'est intéressant de parfois on se rend pas compte. Moi, c'est aussi ce que j'ai découvert, tu vois, avec, quand je parlais de l'UVEC et de ce que ça m'a permis de découvrir, c'est que j'ai découvert des entreprises, même des entreprises familiales. Robertet dans l'ingrédient, Ouais, c'est c'est une boîte magnifique. qui fait 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Moi, je suis allé visiter à Grasse, c'est exceptionnel comme endroit. Maîtrise des filières, maîtrise de Voilà l'extraction, et qualité des ingrédients, c'est magnifique. on a des savoir-faire comme ça avec des pépites, qui sont peu connus en dehors de leur milieu en tant que tel, avec des gens, qui sont passionnés et moi j'ai parlé à des salariés aussi dans ces groupes-là
où pour eux, bah, cette boîte, c'est leur vie et ils se voient pas faire autre chose. Et je trouve que c'est quelque part, en fait, ça marche tellement bien qu'ils ont pas besoin de communiquer, et ils ont fait leur trou comme ça. Mais je trouve que c'est important de mettre ces gens-là en avant parce qu'on oublie parfois ce genre de réussite et alors qu'en France, en particulier dans la nutrition, on a quand même, en fait, une filière du complément alimentaire qui est extrêmement dynamique par rapport à d'autres pays, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de savoir-faire. Heu, donc je pense qu'il y a un vrai plus à mettre ça en avant. Ouais, complètement. Il y a un de tes faits d'armes entrepreneuriales, du coup, je reviens un tout petit peu en arrière, mais qu'on n'a pas évoqué, qui est une des dernières marques créées, au sein de ton groupe, qui est Bonsaï. Tu veux nous Mmh. en toucher 2 mots avant la fin? Ouais, alors Bonsaï, c'est en fait, ça dépend directement de OneGum d'un point de vue, enfin, c'est la même société. Bonsaï, c'était un peu un pari avec une enseigne à l'époque Monoprix, qui était, de vouloir un peu casser le marché du chewing-gum, avec une offre, révolutionnaire qui était de la gomme naturelle. Puisque le chewing-gum, c'est du polymère, donc un dérivé de pétrole. Il y a eu d'ailleurs un beau sujet de France 2 du JT de France 2 récemment sur le 13h, sur le sujet. Je crois que c'était, début novembre. Mais globalement, en fait, bon, à force de bien connaître le marché du chewing-gum et ses limitations, c'est un marché qui est trusté par, 3 acteurs internationaux et puis c'est tout. Donc, pour pas les nommer, Mars Wrigley, il y avait Mondelez qui a revendu ça à Perfetti, et après il y avait Perfetti, donc on est passé de 3 à 2 d'ailleurs, donc c'est un oligopole mondial, un peu restreint. Ah, je pensais pas que c'était aussi concentré. Ouais, si, on parle en boîte qui font plusieurs milliards et aujourd'hui, il y a plus que 2 acteurs. Alors, il y a Tic Tac qui arrive avec un peu de chewing-gum, mais ça reste vraiment un challenger. Mais même Tic Tac, c'est Ferrero, hein, donc on parle pas Mmh. sur un petit challenger. Donc en termes de Heu, marque, en France, c'est Hollywood d'un côté et Wrigley, Fridan de l'autre, c'est ça? c'est ça et Et aujourd'hui, en fait, Mentos? la marque, en fait, Hollywood Steamroll, ça appartenait à Cadbury et Perfetti qui détient Mentos a racheté, en fait, les marques du groupe. Donc aujourd'hui, Mentos, Hollywood et Steamroll sont sous le même toit et de l'autre côté, on a Wrigley avec, Fridan et Airwaves, qui sont les 2 marques. Et donc l'idée, c'était d'arriver à challenger ce marché-là avec une offre un peu révolutionnaire, le chewing-gum naturel. Et donc le chewing-gum fait à base non pas, de polymère, mais de sève de sapotiller qui est en fait le chiclé traditionnel, mexicain, le chiclé des Mayas, et d'arriver avec un chewing-gum naturel et biodégradable. Alors biodégradable, pas en 2 jours, mais avoir un produit qui au moins ne met pas de microplastiques dans l'environnement. Parce qu'on sait que le chewing-gum, c'est un gros sujet, de salubrité publique. Et d'ailleurs, on est arrivé en partenariat avec une association anglaise qui s'appelle Gumdrop et qui permet de recycler les chewing-gums, cette fois-ci ceux à base de polymère, pour en faire des objets de consommation Ah courante. Et oui, il y donc a une société, une start-up française qui fait ça aussi, bordelaise, qui s'appelle Kinat, d'accord. qui fait du recyclage à la fois de mégots de cigarettes d'un côté sous la marque Ecomégo et de chewing-gum. D'accord, bah, je les connaissais pas, je Mmh. vais leur parler, c'est Je hyper leur fais je leur fais intéressant. un petit coucou. Ouais, bah, je suis preneur d'une intro à l'occasion. Et non, mais l'idée, voilà, c'était d'arriver avec ce concept, à la fois, on a une offre de consommation alternative sur du chewing-gum naturel, avec tous les challenges que ça représente en termes de goût, parce qu'il faut être au niveau des autres, en termes de sensation de mâche, ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est difficile de battre une mâche, à base de polymère parce que c'est très résistant. Une mâche naturelle, c'est plus compliqué. Et le marché aujourd'hui, le Covid est passé par là, donc c'est assez compliqué. Aujourd'hui, la marque Bonsaï, il y a pas mal de choses qui sont en discussion pour voir si c'est une marque qui justement, qui va être relancée à l'échelle nationale avec un plus gros distributeur ou si c'est plutôt, voilà, un projet qu'on met de côté. Mais en tout cas, c'est un beau lancement qui avait été fait à l'époque avec Monoprix sur 3 références, avec des chiffres de rotation tout à fait, honorables. Maintenant, la complexité du marché du chewing-gum, c'est d'arriver à passer de la diffusion, je dirais, d'un réseau très affinitaire, type Monoprix, Franprix, à une diffusion plus large, à l'échelle nationale, parce que tu es obligé d'avoir 150 commerciaux qui vont sur le terrain remplir les devants de caisse. Or ça, bah, une PME qui fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires peut pas se le payer. Donc c'est vraiment trouver le partenaire industriel et le partenaire commercial qui est en mesure de déployer ton innovation. Et forcément, bah, quand tu t'adresses à des gens du chewing-gum que tu attaques frontalement, c'est parfois un peu compliqué. Ouais, complètement. Tu as évoqué, on approche de la fin de notre discussion, ça passe très, très vite. On pourrait discuter Ouais. encore, très, très longtemps de toutes les activités que tu as lancées. Tu as évoqué tout à l'heure que la première boîte que tu as créée avec ton associé, ou tes associés, vous étiez un peu inconscients.
Et donc je pense que la question signature du podcast que je vais te poser maintenant va te parler puisque, je pars souvent de la citation: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont Mmh. fait». Et alors toi, qu'est-ce que tu as fait d'impossible et en quoi tu as été inconscient peut-être parfois? Hem, ce qu'on a fait d'impossible? Je dirais que, avec le recul, le truc qui m'a le sur lequel je quelque part j'en reviens toujours pas, c'est ce qu'on a réussi à faire avec, l'UVEC et ce qu'on a réussi à obtenir de la part de l'administration française. J honnêtement, je pensais pas que c'était possible. Je pensais qu'il fallait le tenter et donc on l'a obtenu et aujourd'hui on continue à le faire et voilà, ça j'en suis vraiment très fier. Ensuite sur je dirais que c'est toujours pareil sur le côté impossible. Je pensais pas qu'un jour, un produit que je ferais, qu'on commercialiserait, finirait, dans la bouche des plus grands athlètes et qu'ils pourraient pas s'en passer. Et quand aujourd'hui quand on dit souvent en rigolant qu'on a gagné la coupe du monde 2018, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur ça derrière. Pour la petite histoire, on avait fait un pari quand même sacrément osé. C'est qu'il y avait la régie RATP Pub, qui nous avait contactés et il y avait une opportunité de communiquer, pendant l'été de la coupe du monde, sur, 2 semaines au lieu d'1 parce que personne voulait acheter la pub pendant la semaine de la finale de coupe du monde. Personne ne savait si on allait en finale et du coup, nous, on a dit: «Bah, OK, on y va» et on a fait une affiche faite comme les champions du monde, mâchés One Gum. Et C'est c'est-à-dire génial. comment faire du parasitisme dans les limites de la légalité. Mais à l'époque, quand on a signé ça, c'était 1 mois et demi avant, on savait pas si la France allait aller au bout. Et en fait, la France est allée au bout et il y a tellement peu d'annonceurs qui ont voulu y aller par peur de ça, qu'en fait, notre pub est pas restée 1 semaine, mais elle est restée 3 semaines. Et du coup, c'est aussi grâce à cette pub qu'on a réussi à faire le buzz après médiatiquement. Parce que, bah, on avait parié quelque part sur le fait que la France gagne la coupe du monde de foot. Donc ça fait partie de ces paris qui étaient, en y repensant, un peu inconscients, parce que bon, on parle quand même d'un plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une campagne, mais qui au final, bon, bah, ont payé quoi. Après, il y en a beaucoup d'autres qui ont pas payé, mais à chaque fois on a appris et je pense que c'est ça la leçon essentielle, c'est que tant qu'on n'a pas essayé de le faire, on saura pas si c'était possible ou pas. Oui, et pour rebondir sur la notion d'échec, tu disais tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer. Mmh. Si tu devais en citer trois pour donner des conseils aux nouveaux entrepreneurs, ce serait quoi? Je pense que l'erreur numéro un qui est faite par les entrepreneurs aujourd'hui, et je le vois aujourd'hui beaucoup aussi dans un rôle plutôt de mentor au réseau entreprendre, c'est, non pas un mauvais sizing du marché, mais c'est un mauvais sizing de sa capacité à aller adresser une part du marché. Et donc c'est vraiment sur le go to market. Et moi, c'était vraiment nous, pour le ramener au chewing-gum, c'était notre capacité à aller conquérir des parts de marché sur le chewing-gum et à pénétrer la grande distribution. Donc de pas avoir bien compris les mécanismes à l'œuvre et le fait que c'était un marché très très, on voyait l'oligopole comme une opportunité. Au final, c'était vraiment un très gros frein. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est ne pas se leurrer sur sa capacité sur un marché qui fait peut-être, je dis n'importe quoi, 2 milliards. Comment est-ce qu'on peut vraiment aller capter 1% du marché et à quel point c'est crédible? Ça, c'est le point numéro un. Et je pense que là-dessus, les entrepreneurs qui partent avec une expérience dans le marché qui cible ont un gros avantage. Et à défaut, si vous partez sur un marché sur lequel vous n'y connaissez rien, allez consulter à fond, poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes aux gens qui participent à ce marché-là. Ça, c'est je dirais le premier point. Ensuite, c'est de bien prendre en compte, la temporalité. J'aurais bien voulu, savoir que, et là je dirais que c'est la grande distinction entre un business, web et service et un business de produit. C'est qu'on se rend pas compte des délais incompressibles, dès lors qu'on fait du produit sur, les coûts de les délais de fabrication, les bons à tirer, vraiment les échéances, inhérentes au lancement d'un produit physique, et toutes les étapes nécessaires. On se rend pas bien compte, mais en fait, entre le moment où on a l'idée et on a un produit sur le marché, concrètement, il y a 1 an. Et ça, on n'avait pas, je dirais, intégré ça. Et ça, c'est un point, extrêmement clé. Et le dernier point, c'est que je dirais, sur la partie, réseau, ce que j'aurais aimé savoir, c'est pas perdre trop de temps justement avec, les réseaux, de soutien d'entrepreneurs, ce genre de choses, mais aller plutôt dans les réseaux d'entreprises du secteur, donc les syndicats, Plus faire ces son tour là-dedans. Moi syndicats. moi Mmh. moi moi les réseaux qui m'ont beaucoup aidé, c'est la FEF pour le volet grande distribution, où j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, plein d'amis,
plein d'enseignes. Et ensuite, via l'UVEC, mais aussi le Synadiet, je me rends compte que c'est des réseaux, des accélérateurs de business incroyables, parce que ça permet de rencontrer ses pairs. Et c'est ça en fait qui a beaucoup de valeur. C'est rencontrer ses pairs, échanger. C'est comme ça qu'on progresse. Et dans les réseaux d'entrepreneurs, le réseau Entreprendre, qui est justement un réseau qui forme des entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs, où on est soumis pendant 2-3 ans à des échanges réguliers avec ses pairs, et c'est ça qui fait progresser. Donc allez voir non pas les réseaux qui vous vendent du conseil, des business plans, des trucs comme ça, mais plutôt des réseaux qui vous permettent de vous confronter à vos homologues. Et surtout, une idée, ça vaut rien. Ce qu'il faut, c'est l'exécution. L'exécution, oui. Et donc pour ça, le plus simple, c'est de confronter, y compris parfois à vos concurrents. Si un concurrent prend votre idée et la fait mieux que vous, c'est que vous n'avez pas été assez bon. Super intéressant. Merci Ludovic pour tous ces conseils. On arrive à la fin de notre discussion. C'était absolument passionnant. Je pense que tu nous as bien illustré comment on pouvait mener de front plein de combats à la fois business, faire bouger les lignes au niveau réglementaire, affronter des gros marchés trustés par des gros acteurs et quand même prendre des places là-dessus. Et tu as bien illustré quelque chose que tu as dit en début de discussion qui est entreprendre, c'est rêver plus grand, puisque c'était ce à quoi tu aspirais en sortant de tes études. Donc je pense que tu nous as montré qu'il était possible de rêver grand et de faire de grandes choses grâce à l'entrepreneuriat et grâce également à l'engagement associatif. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Vraiment, c'était top. Et du coup, j'invite tous nos auditrices, tous nos auditeurs à continuer de suivre les podcasts de Culture Nutrition et de découvrir toujours plus des nouveaux entrepreneurs de la nutrition. N'hésitez pas d'ailleurs, comme on l'a fait aujourd'hui, à nous suggérer des invités pour les prochains épisodes, des gens que vous auriez envie d'entendre à ce même micro. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des belles histoires à raconter dans le food, dans la nutra, dans les compléments alimentaires, dans la nutrition au sens large. C'est vraiment un secteur qui est en pleine ébullition. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.